Chapitre 4. À l'est de Pendle. Nous quittâmes Chipenden par le flanc sud de la colline avant de bifurquer pour franchir le Ribble, une jolie rivière bordée d'arbres. À cet endroit, elle ne ressemblait en rien au large cours d'eau qui traversait la ville de Princeton, où nous avions combattu le fléau. Une fois sur l'autre rive, cependant, je sentis monter en moi une espèce d'angoisse. « Eh bien, la voilà !» dit l'épouvanteur en faisant halte au bord d'un ruisseau qui longeait notre sentier. Il désignait la colline de Pendle, dont la masse sombre avait grandi à mesure que nous approchions. Plutôt sinistre, non ? Je ne pouvais qu'acquiescer. Bien que sa forme me rappelât une autre, pas très loin de Chipenden, celle-ci était plus haute, d'aspect repoussant. Une épaisse masse de nuages noirs stagnait au-dessus d'elle. Certains la comparent à une grosse baleine échouée, reprit l'épouvanteur. N'ayant jamais vu de baleine, je ne saurais en juger. D'autres disent qu'elle ressemble à un bateau retourné, ce qui n'est pas faux. Qu'en penses-tu ? J'observais attentivement le paysage. La lumière baissait, mais l'obscurité paraissait sourdre de la colline elle-même. Sa seule présence était une menace. « Elle a quelque chose de vivant, dis-je, choisissant mes mots avec soin, comme si une puissance mauvaise se tenait à l'intérieur, prête à lancer des maléfices sur tout ce qui s'en approcherait. On ne saurait mieux la décrire, approuva mon maître. Il s'appuya sur son bâton, pensif. Une chose est sûre, continua-t-il, une bande de sorcières malfaisantes se terre dans son ombre. Il fera bientôt nuit. Il sera plus sage de rester de ce côté du ruisseau jusqu'à l'aube. Alors seulement, nous pénétrerons sur le territoire de Pendle. C'est ce que nous fîmes. Nous installons à l'abri d'une haie et je m'endormis, bercé par le doux clapotis de l'eau. Nous étions debout aux premières lueurs, et sans même avaler une bouchée de fromage, nous traversâmes le ruisseau et marchâmes à vive allure vers Donham. Le vent nous jetait un froid crachin à la figure. Nous allions vers le nord, laissant la colline à notre droite. Puis, entrant dans un bois de frênes et de sycomores, nous la perdîmes de vue. Soudain, l'épouvanteur me conduisit devant un énorme chêne. « Que t'évoque ceci ?» me demanda-t-il. Un curieux dessin était gravé dans le tronc. Je l'examinai avec attention. « Une paire de ciseaux, supposai-je ?»« Exact, » confirma mon maître, l'air sombre. « Cette marque est celle de Grimalkin, une spécialiste de la mort lente et de la torture. Les Malkines utilisent ces talents contre leurs ennemis. Ceci est un avertissement. Pendle est mon territoire. Si vous croisez mon chemin, votre chair sentira le coupant de mes lames. » Je reculai d'un pas, impressionné. « J'aurai sûrement affaire à Grimalkin un de ces jours, » continua l'épouvanteur. « C'est une tueuse impitoyable. Le monde se porterait bien mieux sans elle. Cependant, elle a son propre code d'honneur. Elle n'a jamais recours à la ruse. Mais si elle prend le dessus, gare à ses ciseaux. » Nous reprîmes la route de Donham. J'en avais assez appris sur Pendle pour comprendre que c'était un sale endroit, et je m'attendais au pire. La rue principale sinuait le long d'une pente raide. Pour une raison que j'ignorais, M. Grégory contourna Donham afin d'y entrer par le nord. La colline de Pendle dominait le village, sa masse inquiétante occultant la moitié du ciel. Bien que la matinée fût déjà bien avancée et que le crachin eût cessé, il n'y avait pas une âme dehors. « Où sont-ils tous ?» m'étonnai-je. « Cachés derrière le rideau, veux-tu qu'ils soient ?» fit mon maître avec un sourire sarcastique. « Ici, chacun s'occupe de ses affaires. On ne se mêle pas de celles des autres. » Du coin de l'œil, je vis bouger un pan de dentelle sur ma gauche. Inquiet, je demandai. « Est-ce qu'ils vont révéler notre présence aux sorcières ?» J'ai contourné certains lieux où notre passage aurait été signalé. Il y a probablement quelques espions au village. Il reste tout de même l'endroit le plus sûr de la région, grâce en soi rendue au père Stock. Depuis plus de 10 ans qu'il est curé de cette paroisse, il met tout en œuvre pour tenir l'obscur à distance. Mais d'après lui, Donham lui-même est à présent menacé. Les familles qui vivaient là depuis des générations s'en vont, refusant de rester plus longtemps à proximité de Pendle. La petite église était bâtie à l'extrémité du village, de l'autre côté d'un ruisseau. Elle était entourée d'un vaste cimetière où s'alignaient des rangées et des rangées de tombes, dalles à demi enfouies dans les herbes folles ou stèles dressées de guingois, qui émergeaient du sol comme des dents cariées.
Ce cimetière donnait une impression d'abandon, avec ses pierres tombales érodées par les intempéries, rongées de mousse et de lichen, dont les inscriptions s'effaçaient. « Ces sépultures mériteraient un peu plus d'entretien », fit remarquer l'épouvanteur. « Je m'étonne que le père Stock permette qu'on les laisse aussi négligés. » Le presbytère était un cottage ombragé de grands ifs, à une centaine de mètres de l'église. On y parvenait par un étroit sentier envahi de végétation qui serpentait entre les tombes. Arrivé devant la porte, l'épouvanteur frappa 3 coups. Au bout de quelques instants, nous entendîmes un bruit de bottes sur le carrelage. On tira le verrou, le battant s'ouvrit et le père Stock apparut sur le seuil. Il nous regarda avec étonnement, puis un sourire éclaira son visage. « Eh bien, John, en voilà une surprise. Je ne vous attendais pas avant la fin de la semaine. Entrez tous les deux, faites comme chez vous. » Nous le suivîmes dans la cuisine. À l'arrière de la maison, il nous invita à nous asseoir. « Je devine que vous n'avez pas déjeuné. Toi, jeune Tom, tu m'as l'air assez affamé pour dévorer un cheval. »« J'ai faim, mon père, » dis-je avec un regard en coin vers mon maître, « mais je ne suis pas sûr que l'on puisse manger. » Le jeûne nous rendant plus résistants aux forces de l'obscur, nous nous contentions généralement de quelques bouchées de fromage avant d'entamer un travail. La vie d'un épouvanteur est faite de peur, de danger, de solitude et de faim. À ma grande surprise, John Gregory déclara « Un petit déjeuner nous fera pas de mal. Avant toute chose, nous avons besoin d'informations, et j'ai bon espoir, mon cher Bob, que tu pourras nous les fournir. Nous ne commencerons que demain. Ce sera donc notre dernier vrai repas. Alors oui, nous acceptons volontiers ton aimable invitation. »« Parfait, je serai heureux de vous aider, » s'écria le père Stock d'un air réjoui. « Nous discuterons en mangeant. On va se préparer un copieux petit déjeuner. Tu sais faire griller les saucisses, jeune Tom ?» Je m'apprêta à répondre que oui, quand mon maître sauta sur ses pieds. « Non, 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 ne confie surtout pas une poêle à frire à ce garçon. J'ai goûté sa cuisine une fois, et mon estomac ne me l'a pas pardonné. » Je souris sans protester. Tandis que John Gregory s'occupait des saucisses, le père Stock s'empara de 2 autres poêles. Dans la première, il mit à rissoler d'épaisses tranches de lard avec des oignons. Dans l'autre, il versa une grosse omelette au fromage, qui prit peu à peu une appétissante couleur dorée. Pendant ce temps, je restais assis devant la table, et plus les bonnes odeurs qui emplissaient la pièce me faisaient saliver, plus je me sentais coupable. Je pensais à Jack, à Ellie et à la petite Marie, me demandant s'ils étaient encore en vie. Si c'était le cas, ils n'auraient sûrement pas droit à un repas comme celui-là. Je m'inquiétais aussi pour Alice. Je m'étais attendue à la trouver ici à notre arrivée, porteuse de nouvelles. J'espérais qu'elle n'avait pas d'ennui. « Eh bien, jeune Tom, » me lança le père Stock, « tu peux au moins nous beurrer quelques tartines. » Je m'emparai d'un couteau, et dès que j'eus terminé, 3 assiettes arrivèrent sur la table, chargées chacune de saucisses, de lard, d'oignons et d'une grosse part d'omelette. « Vous avez fait bon voyage » s'enquit le père Stock, tandis que nous attaquions notre repas. « On n'a pas eu de problème, mais depuis ton départ de Chipenden, les choses ont pris une tournure inquiétante, » lui confia l'épouvanteur. Et tout en mangeant, il raconta l'enlèvement de Jack et de sa famille, et la mise à sac de la ferme. Il précisa également qu'Alice nous avait précédés à Pendle. « Voilà qui est bien triste, Tom, » dit le père Stock en posant une main sur mon épaule. « Je me souviendrai de ton frère et des siens dans mes prières. » Mon cœur se serra. Il parlait d'eux comme s'ils étaient déjà morts. De toute façon, à quoi pouvaient bien servir les prières? Je sentis le rouge de la colère me monter aux joues. Je ne tins ma langue que par pure politesse. Je ne devais pas oublier les bonnes manières que mon père m'avait enseignées. Comme s'il avait lu dans mon esprit, le prêtre reprit d'une voix apaisante. « Ne te tourmente pas, mon garçon. Nous allons remettre les choses en ordre. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà un dicton plein de sagesse. Je vous assisterai de mon mieux, et peut-être la jeune Alice nous apportera-t-elle des informations dans la journée. » J'espérais qu'elle serait là, dis-je. « Moi aussi, petit, moi aussi, » fit l'épouvanteur, d'un ton qui attisa de nouveau ma colère. « Espérons qu'elle ne commette pas quelque bêtise. »« Vous n'avez pas le droit de dire ça !» explosai-je. « Pas après tout ce qu'elle a fait. Elle a risqué sa vie en venant ici. »« Et nous, est-ce que nous ne risquons pas la nôtre ?» répliqua mon maître. « Je ne veux pas me montrer injuste avec cette fille, mais elle va affronter la plus grande des tentations. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de l'avoir laissée partir seule. La famille joue un rôle important dans la construction d'une personnalité, et Alice a grandi parmi des sorcières. Si elle retombe sous leur influence, n'importe quoi peut arriver. »« D'après ce que tu m'as dit d'elle, John, » déclara le prêtre, « il me semble que nous pouvons être optimistes. Si nous ne croyons pas tous en Dieu,
que cela ne nous empêche pas d'accorder notre foi aux hommes et aux femmes. Elle est sans doute en route à l'heure qu'il est. Je vais probablement la rencontrer en sortant d'ici. Le père Stock grandit d'un coup dans mon estime. Il avait raison. L'épouvanteur aurait dû avoir foi dans la bonne volonté d'Alice. Je vais voir ce que je peux glaner dans les environs, reprit le curé. Il y a encore de braves gens dans le coin qui seront prêts à aider une famille innocente. Ce soir, avec un peu de chance, je saurai où Jack et Ellie sont enfermés. Avant cela, il y a une chose que je peux faire. Il se leva de table et revint bientôt avec une plume, une feuille de papier et une petite bouteille d'encre. Ayant ôté les assiettes, il déboucha l'encrier, il plongea sa plume et commença à tracer des lignes. Je compris qu'il dessinait une carte. « Bien, dit-il. Tom, tu as certainement étudié les cartes de la région avant de partir, et tu as pris soin de les replier après usage, évidemment. » Il adressa un clin d'œil moqueur à l'épouvanteur et conclut. « Toutefois, ce croquis te permettra de te repérer plus facilement. » Il ajouta les noms de différents lieux-dits avant de pousser la carte vers moi. « Est-ce clair ?» J'examinai le papier quelques secondes et hochai la tête. Il était représenté, en quelques traits, la colline de Pendle et l'emplacement des principaux villages. Donham, au nord, est l'endroit le plus sûr. « Grâce à toi, Bob, » le coupa l'épouvanteur. « Nous te sommes reconnaissants de nous offrir un lieu où travailler qui soit relativement protégé. Non, John, je serais malhonnête si je m'en attribuais tout le crédit. Et puis, tu le sais, le pire endroit a toujours été la partie sud-est de la colline. Pour vous rendre au sud à partir de Donham, il est préférable de prendre la route de l'ouest en gardant la colline à votre gauche. Quoique Gore Rock, que j'ai indiqué ici, au sud-ouest, soit un lieu maléfique. Les sorcières y célèbrent parfois des sacrifices. Mais vois-tu ces 3 villages, Tom ? Mon écriture est-elle lisible ? Tout à fait, dis-je. Et je lus à haute voix pour l'en assurer. Barreleg, Rougli et Goldshawbooth. Alice m'en avait parlé. Dans chacun d'eux vivait un clan de sorcières. Exact. Et ici, pas très loin de Goldshawbooth, à la lisière ouest du bois des Corbeaux, se dresse la tour Malkin. Pour ma part, j'appelle ce secteur le triangle du diable. C'est là, entre ces 3 villages, que nous trouverons Jack et sa famille. J'en suis persuadée. Reste à découvrir quel clan est responsable de leur enlèvement. Posant le doigt sur une croix tracée au-dessus de Barreleg, je demandai « Et la combe aux sorcières, qu'est-ce que c'est ?»« La combe aux sorcières ?» répéta l'épouvanteur en levant un sourcil. « C'est la première fois que j'entends ce nom. » Là encore, John, c'est moi qui ai inventé ce nom pour désigner un endroit dangereux. Les choses ont changé depuis votre dernier séjour ici, en pire. Ce vallon est devenu le refuge de nombreuses sorcières mortes. Certaines se sont échappées d'une tombe, d'autres ont été déposées là après leur décès et abandonnées par leur clan. D'ordinaire, elles dorment le jour, enfuies dans l'humus, sous les arbres. La nuit, elles chassent, assoiffées de sang, des créatures vivantes. Aussi, au coucher du soleil, les oiseaux eux-mêmes ne sont pas à l'abri dans leur nid. C'est un lieu à éviter absolument. Les gens du coin le savent. Quelques malheureux disparaissent néanmoins chaque année. 2 ou 3 de ces sorcières sont redoutables, capables de s'aventurer à plusieurs miles de la combe. Par chance, les autres ont tout juste la force de faire quelques pas hors de leur tanière. On a une idée de leur nombre, s'informa l'épouvanteur. 12 au moins, mais comme je vous l'ai dit, seuls 2 ou 3 ont été vus loin du vallon. J'aurais dû venir plus tôt, grommela mon maître. Les choses ont pris un tour beaucoup trop inquiétant. Je crains d'avoir manqué à mes devoirs. Sottise, tu ne pouvais pas le deviner. Tu es là à présent, c'est ce qui compte, répliqua le père Stock. En tout cas, il faut agir avant la célébration de la masse. Lors de ta visite à Chipenden, reprit l'épouvanteur, je t'ai posé une question, mais tu ne m'as pas donné de réponse satisfaisante. Selon toi, que vont faire les conventus ce jour-là ? Le prêtre repoussa sa chaise, se releva lentement et poussa un long soupir. D'accord, je vais te le dire. Qu'est-ce qui peut rapprocher 3 conventus ? Qu'est-ce qui les pousse à mettre de côté leur légendaire inimitié ? Ils ne peuvent pas se sentir et ne se sont rassemblés qu'une seule fois au cours des 30 dernières années. Oui, pour me maudire, fit mon maître avec un rictus amer. Exact, John. Cette fois, c'est différent. La montée en puissance de l'obscur leur donne l'opportunité d'accomplir une tâche difficile et dangereuse. Je crains qu'en se regroupant, ils ne tentent d'invoquer Satan en personne. L'épouvanteur secoua la tête, l'air grave. J'en rirais, Bob, si je flairais une plaisanterie. Je ne t'ai jamais enseigné à croire au diable, que je sache. Est-ce que ta soutane de curé qui t'incite à ce langage ? J'aimerais que ce soit le cas. Or, c'est l'épouvanteur qui parle autant que le prêtre. Tel est leur but.
J'en suis convaincu. En ont-ils le pouvoir? Je l'ignore. De Conventus semble estimer que oui, et presse le troisième de les rejoindre. Selon certaines sorcières, lorsque ce monde a été créé, Satan marchait parmi les hommes. Elles se sont mis en tête de le rappeler, pour que commence un nouvel âge de ténèbres. J'avais interrogé un jour mon maître à propos du diable. Il m'avait avoué se demander si, après tout, il n'y avait pas quelque chose derrière les créatures mauvaises que nous affrontions, quelque chose d'enfoui dans les profondeurs de l'ombre, qui grandissait à mesure que grandissait l'obscur. Apparemment, le père Stock partageait cette hypothèse. Un lourd silence tomba sur la pièce, tandis que les deux hommes se plongeaient dans leurs pensées. Enfin, le père Stock se leva et se prépara à sortir. Nous traversâmes le cimetière avec lui pour l'accompagner jusqu'au portail. Les nuages se dispersaient. Le soleil nous chauffait agréablement le dos. Le jardinier mériterait qu'on lui tire les oreilles, lâcha l'épouvanteur d'un ton acide. Je n'ai jamais vu des tombes aussi mal entretenues. Le prêtre soupira. Voilà plusieurs semaines qu'il nous a quittés. Il est retourné dans sa famille à Cosne. Ça ne m'a pas surpris. Travailler ici mettait ses nerfs à rude épreuve. 3 sépultures ont été profanées au cours des 2 derniers mois. Un méfait des sorcières, évidemment. Par les temps qui courent, un cimetière mal tenu est le cadet de nos soucis. Eh bien, Tom va nettoyer un peu. Nous saluâmes le prêtre, qui s'éloignait, puis mon maître me lança. Tu sais te servir d'une faux, petit? Assure-toi que tu n'as pas perdu la main. Ça t'occupera jusqu'à mon retour. Vous partez? Demandai-je, surpris. Je croyais que nous devions rester à Donham pendant que le père Stock cherchait mon frère. C'est ce qui était prévu. Mais des paroissiens terrifiés et des profanateurs de tombes, cela laisse supposer que l'endroit n'est plus aussi sûr que je le pensais. J'ai toujours préféré me faire une idée personnelle de la situation. Aussi, en l'absence du père Stock, je vais mener ma petite enquête. Toi, règle leur compte aux mauvaises herbes.